Alors, bonjour, bonjour à toutes et à tous, et surtout, merci d'être là, tous les 5. Je vais peut-être attendre que ça se calme un peu, mais en même temps, le temps file. J'y vais, allez, j'y vais. Alors, je vais commencer par vous, Monsieur le ministre Christophe Béchu. Je voudrais savoir si, selon vous, il y aura un avant et un après cet été catastrophique que nous venons de passer, en termes de transition écologique ou en tout cas de prise de conscience de tous les acteurs de cette transition. C'est ma conviction. On a vécu un été qui a été la démonstration que le réchauffement climatique n'était ni un concept, ni quelque chose qui allait arriver dans très longtemps, mais que c'était déjà là. C'est l'été le plus chaud que nous ayons connu depuis 1900. Jamais les sols n'avaient été aussi secs. On a eu 60 000 hectares qui sont partis en fumée, avec une particularité, c'est qu'il y a eu des incendies extrêmement importants au nord de la Loire, ce qui témoigne là aussi de la justesse des analyses des rapports successifs du GIEC, et un niveau de sécheresse malheureusement historique, avec 77 départements à l'heure où on se parle, pour lesquels il y a des arrêtés de crise qui réservent l'eau aux seuls usages prioritaires, et en particulier à celui de l'eau potable. Cet été, il a replacé le réchauffement climatique au cœur de la préoccupation de tous les Français, là où le pouvoir d'achat et la santé avant, avec le Covid, puis avec la guerre en Ukraine, avaient eu tendance à déplacer le champ des priorités. Et le climat est venu se rappeler à nous, et c'est une incitation extrêmement puissante en cette rentrée pour décliner la feuille de route de planification écologique que le président souhaitait. Merci Christophe Béchu. Estelle Brachlianoff, en tant que spécialiste de l'eau et plus généralement des ressources, est-ce que vous pensez qu'il y aura un avant et un après cet été ? Alors oui, on a vécu, Monsieur le ministre l'a dit, un été absolument exceptionnel, et en fait, pas tant que ça. C'est vrai que l'aridité, des fleuves qui sont à un niveau d'étiage qu'on n'a à peu près jamais vu, des incendies exceptionnels, c'est à la fois une nouveauté par l'intensité, mais ça fait un certain temps qu'on le disait, et ça arrive de plus en plus tôt. Il y a des arrêtés de restriction d'eau dans de plus en plus de départements et de plus en plus tôt dans la saison. Donc oui, il y aura sans doute un avant et après la prise de conscience des pouvoirs publics, des décideurs et des habitants, des Français, mais je pense que c'est sur le sujet de l'eau. On a cru pendant longtemps que l'eau en France, on n'en manquerait jamais, que ce n'était pas quelque chose de précieux, qu'on ouvrait le robinet et qu'il arrivait, et on réalise que c'est quelque chose à chérir, à préserver. Et je crois et j'espère que donc on va en profiter pour accélérer la mise en œuvre de solutions, parce qu'elles existent. Donc maintenant, allons-y et passons à l'action. Thierry Martel, rapidement, avant, après, cet été, vous pensez ? Moi, ça fait 30 ans que je gère des risques. Des années exceptionnelles, on en a connu plein. 2022 est moins chaud que 2003. 2022 détruira moins les récoltes que 2016. Alors peut-être qu'il y aura une prise de conscience, peut-être grâce à la destruction du camping des flots bleus. Mais je suis assez pessimiste sur le fait que s'il y a 2 saisons normales qui suivent cette saison, on aura vite oublié l'été 2022. Bon, alors François Gémen, en tant que membre du GIEC, quel est votre sentiment sur cette crise de l'été ? Écoutez, je vais vous répondre en tant que Belge, puisque vous l'entendrez à mon accent. C'est mon origine. L'été dernier, à peu près à la même époque, après les inondations catastrophiques que la Belgique et que l'Allemagne avaient connues, la presse belge me posait à peu près la même question. Est-ce qu'il y aura un avant et un après l'été 2021 ? Et j'avais dit malheureusement, je ne crois pas. Parce que le changement climatique va se matérialiser soit sous la forme d'événements brutaux, mais qui vont rester exceptionnels et que donc on va avoir tendance à oublier, soit sous forme d'événements plus progressifs comme la hausse des températures. Et je pense que si vous me réinvitez à la REF 2032, je vous dirai, on se souviendra avec émotion de l'été 2022 où le thermomètre n'atteignait 40 degrés que quelques jours par an. Et donc je ne compterai pas trop sur cette pédagogie de la catastrophe, malheureusement. Alors je voudrais me tourner vers vous maintenant, Aurélien Barraud. Est-ce que vous pensez qu'après un été comme celui que nous venons de passer, les humains vont trouver les ressources pour préserver les conditions d'habitabilité de la planète, selon votre formule. Vous avez publié récemment un ouvrage dans lequel vous réclamez carrément une révolution. Donc j'aimerais que
que vous nous en disiez un peu plus. Bien, écoutez, je crois que dans un pays dont l'hymne et la fête nationale constituent de vibrants éloges de la Révolution, nous ne devrions pas avoir trop de difficultés avec cette idée. Bon, soyons sérieux. Je crois qu'il est temps de faire preuve d'un peu de dignité et de reconnaître notre échec civilisationnel. Je crois qu'il est temps de tout remettre sur la table, y compris les schèmes structuraux que l'on veut croire intangibles parce qu'ils servent notre pouvoir ou notre confort. Comment mettre en œuvre une révolution sans couper de tête? Eh bien, peut-être en commençant par interroger les questions, y compris celles qui nous rassemblent aujourd'hui. L'Europe, s'interroge-t-on, peut-elle devenir le continent le plus vert de la planète? Vous répondez à la deuxième partie avant, mais c'est bien, allez-y. Oui, mais c'est le thème central de cette table. Et je trouve qu'il est très caractéristique, voyez-vous, de l'arrogance occidentale. Je crois que nous n'avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Ce sont nos valeurs et nos manières d'être qui mènent à ce que l'ONU nomme, je cite, une situation de menace existentielle directe. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité. Quelle suffisance! Alors que faire? Merci. Je ne m'attendais pas à être applaudi ici, c'est une bonne surprise. Alors que faire? Évidemment, écoutez les grands chefs d'entreprise, les ministres ici présents, s'inspirer de leurs discours dont je ne nie rien de la cohérence logique ou de la probité morale, mais peut-être envisager à titre d'hypothèse qu'ils ratent l'essentiel. Pour 3 raisons fondamentales. La première, c'est que ce qui est fait concernant le réchauffement climatique, et on le sait très bien, est dérisoire. La seconde, qui est plus grave encore et qui est moins bien comprise, c'est que le réchauffement climatique lui-même est, dirais-je, dans une certaine mesure dérisoire par rapport à l'étendue de la crise systémique et plurifactorielle que nous traversons. Pollution, acidification des océans, interruption des cycles bio-géochimiques, dévastation des espaces naturels n'ont pour l'essentiel rien à voir avec le climat, mais tuent davantage que ce dernier, ce qui signifie que chacun des piliers sur lesquels repose l'habitabilité de cette planète est en train de céder. Et mon troisième point est peut-être plus grave encore, et il consiste à remarquer que quand bien même nous prendrions à bras-le-corps la lutte contre chacun des items que je viens de mentionner, ce qui n'est pas du tout le cas en pratique, nous demeurerions vraisemblablement toujours dans le dérisoire. Parce que le véritable problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, notre rapport au monde, notre être à l'espace, fait de l'éradication systématique du vivant une finalité. Alors, bien sûr, parce que nous sommes ici, n'est-ce pas, des gens sympathiques et éduqués, on se demande en gros comment faire des bombes issues du commerce équitable et utilisant des matériaux biologiques. Bon, c'est mignon, pourrait-on dire, mais tant que le pilonnage en règle de la biosphère demeure le geste cardinal, croyez-moi, l'origine des projectiles n'a pas beaucoup d'importance. Bon. Alors, soyons explicites. Je crois qu'il est aujourd'hui indispensable de penser un peu hors de l'ordre, même au sein du MEDEF. Prenons quelques exemples triviaux pour finir. Quelques exemples que je choisis comme étant extrêmement simples. Tant que, par exemple, vous nommerez, vous autres chefs d'entreprise, croissance, le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par une plateforme commerciale, fût-elle neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Tant que le président du MEDEF nommera, à l'unisson d'ailleurs du chef de l'État, progrès, la mise en place d'une nouvelle génération de téléphonie mobile qui ne répond à strictement aucun besoin, mais dont les conséquences délétères, pour ne pas dire létales, sont avérées du point de vue de la pollution, de la consommation et de l'addiction, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Tant qu'un ancien président de la République, souvenez-vous 2019, ce n'est pas si vieux, pourra venir ici même, à l'université d'été du patronat, moquer le discours scientifiquement irréprochable de Greta Thunberg devant un parterre qui était alors hilar, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Je conclus. Je crois qu'il faut être un peu conséquent. Nous ne sommes déjà plus dans une crainte quant à l'avenir. Nous sommes dans un constat quant au passé. Nous avons d'ores et déjà éradiqué plus de la moitié des arbres, des insectes, des poissons d'eau douce, des mammifères sauvages.
Nous laissons d'ores et déjà 700 000 êtres humains mourir chaque année de la pollution en Europe. Si même face à cette évidence, nous ne voyons pas la nécessité d'une refonte axiologique et ontologique drastique, c'est que nous faisons preuve d'une cécité que nos descendants, s'ils survivent, auront, croyez-moi, du mal à pardonner. Merci Aurélien Barraud. Merci pour ce propos introductif de cette table ronde qui, j'espère, ne va pas nous empêcher quand même d'essayer de trouver la motivation pour agir. Voilà. Donc le sujet principal de cette table ronde, c'est l'Europe. Et j'aimerais enchaîner sur ce thème, essayer en tout cas, avec l'humilité dont nous faisons tous preuve, hein, les uns et les autres, devant ce défi énorme. Je crois que là, il n'y a pas d'ambiguïté hein, sur l'énormité du défi. Je crois que tout le monde est d'accord ici. Maintenant, il y a le comment. Et je pense que s'interroger sur ce que peut faire l'Europe est peut-être quelque chose d'intéressant également. Donc, l'Union européenne souhaite être une référence en matière de climat. Pour respecter l'accord de Paris, elle s'est engagée à un objectif de neutralité carbone d'ici 2050 en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. C'est la fameuse stratégie Fit for 55. J'aimerais, François Gémen, du GIEC, que vous me disiez qu'est-ce qui vous semble la priorité des priorités si on veut accélérer la transition et si on veut peut-être donner sa chance à l'Europe d'être le continent le plus vert du monde. Je dirais qu'il y a 3 choses, à mon avis, qui me semblent absolument prioritaires en Europe. La première, c'est d'arrêter de faire du tort. C'est-à-dire d'arrêter en particulier les subventions aux énergies fossiles qui ont carrément explosé depuis la sortie du Covid. Aujourd'hui, en France encore, pour 1 euro donné en subvention aux énergies renouvelables, il y a 2 euros qui sont donnés aux énergies fossiles. C'est quelque chose qui doit absolument cesser. On a presque envie de dire l'État ferait presque mieux de se retirer et de laisser le seul marché agir et on s'en sortirait mieux au niveau des émissions énergétiques. Deuxième priorité, c'est à mon sens de lancer un grand plan de rénovation thermique des bâtiments. C'est à la fois un investissement majeur pour le parc immobilier français, c'est une source de création d'emplois non délocalisables et c'est aussi une mesure profondément sociale par rapport aux factures énergétiques des ménages et des entreprises qui vont exploser. Et donc, si je travaille dans votre cabinet, Monsieur le Ministre, je vous conseillerais de lancer un plan Béchu de rénovation thermique des logements en France. C'est vraiment la mesure qui aurait l'impact le plus immédiat. Pour le moment, en France, on se perd dans des polémiques sur les greens de golf, sur les jets privés, sur les barbecues. Tout ça est très intéressant pour les débats télévisés, mais l'effet sur les émissions de gaz à effet de serre de la France sera peanuts. Tandis qu'un plan de rénovation thermique des logements qui jouit d'un large consensus social, que ce soit à gauche ou à droite, aura un effet majeur sur les émissions de gaz à effet de serre de la France. Troisième priorité, comme le disait mon collègue Aurélien Barraud, arrêtez de penser autour de notre nombril. Aujourd'hui, nous sommes uniquement préoccupés de nos propres émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas l'enjeu. Aujourd'hui, l'Europe, elle représente 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre en émissions territoriales. En 2030, ce sera 10%, et à l'horizon de la neutralité carbone que s'est fixée l'Europe, ce sera 5 ou 7%. En d'autres termes, le climat, il se fiche un peu de ce que l'Europe va faire. L'enjeu, ça va être la trajectoire de pays comme l'Égypte, comme le Mexique, comme l'Indonésie, comme le Nigeria ou comme le Mali. La Chine. Et évidemment comme la Chine et l'Inde. Mais qui s'intéresse aujourd'hui véritablement aux choix que vont faire ces pays? Et l'enjeu pour l'Europe, c'est de travailler avec ces pays pour que ces pays ne fassent surtout pas les mêmes choix qu'elle. C'est-à-dire que l'Europe arrête de se poser en exemple et travaille avec ces pays pour leur dire « ne faites surtout pas la même chose que ce que nous avons fait et nous sommes prêts à vous aider et à travailler avec vous pour que vous puissiez faire d'autres choix ». C'est là que tout va se jouer parce que l'enjeu, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre
et pas uniquement nos émissions de gaz à effet de serre. Et la Alors, France, qui a quand même un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, et qui reste, malgré les propos déclinistes des terroristes de TV, qui reste une puissance diplomatique importante, a un rôle fondamental à jouer là-dedans. C'est ce rôle qui a permis d'arriver à l'accord de Paris, c'est ce rôle qu'il faut retrouver aujourd'hui. Alors, donc pour vous, François Gémen, il y a quand même plein de solutions à condition qu'il y ait une énorme volonté politique en face. Donc je vais me tourner vers le ministre. Il y a plein de solutions immédiates et Voilà. on se focalise sur des débats qui vont diviser l'opinion et dresser les gens les uns Donc, contre les autres. Christophe Béchu, vous voulez réagir à cette volonté politique et surtout la transition écologique, elle demande des investissements considérables, hein, François Gémen nous l'a dit. Et est-ce que c'est pas aussi mettre l'argent au bon endroit? Parce que là, on voit quand même qu'un rapport de l'OCDE publié hier, où les subventions publiques aux énergies carbonées ont doublé. Alors certes, sans doute pour chauffer les gens, hein, pour le faire d'une façon extrêmement directe et pour compenser les problématiques post-guerre de la guerre en Ukraine. Mais quand même, on a l'impression d'être dans une injonction contradictoire. Là. Bien sûr, on est dans une injonction contradictoire, c'est ce que j'ai commencé à dire. On a fait du pouvoir d'achat le sujet majeur de l'année dans laquelle nous sommes, et il y a eu un consensus politique quasi total à l'Assemblée de toutes les familles pour subventionner le fioul et pour faire en sorte de majorer une partie du prix de remise à la pompe. Et c'est même pas un sujet de droite-gauche, puisqu'en l'espèce, le consensus a été de dire que le social devait primer sur le climatique dans le contexte dans lequel nous étions. Je ne veux pas m'arrêter sur ce qui s'est passé au mois de juillet, au mois d'août. J'aimerais effectivement qu'on essaye de regarder un tout petit peu plus loin et qu'on dépasse les choses. Moi, il y a des choses dans lesquelles je me retrouve. Le premier sujet, c'est que, quelle que soit l'organisation humaine dont on parle, la question c'est où est-ce qu'on va ? Et le où est-ce qu'on va, si vous voulez faire en sorte d'embarquer les gens et que tout le monde se sente partie prenante, il faut d'abord expliquer où on va, comment on y va et pourquoi on y va. En clair, Fit for 55, peut-être qu'ici tout le monde comprend, si on sort ensemble dans la rue et qu'on explique que la stratégie de décarbonation ou la SNBC 3 qui sera votée l'année prochaine avec le PNAC dans le cadre de la PPE et de la SFEC, ça va nous permettre de déterminer une feuille de route, je pense que on arrivera à convaincre. Bon, donc je vais essayer de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Le rythme de vie que nous avons, quelle que soit la manière dont on le dit, n'est pas soutenable. Nous utilisons plus de richesses que ce que cette planète en produit, et ça s'aggrave d'année en année. Il y a un concept qui a au moins le mérite de la simplicité pour le grand public, qui est la question du jour du dépassement, qui est le fait de savoir à partir de quel moment on a épuisé le nombre de la capacité de la planète à régénérer ce que nous avons consommé. Je suis des vents des chefs d'entreprise. Je sais qu'il y a un concept qui fonctionne au MEDEF qui est le jour de libération fiscale, c'est-à-dire le moment où on a fini de payer des impôts. C'est la même chose pour le climat. La seule chose, c'est que tout le monde ne paye pas des impôts et que tout le monde est concerné par le climat, et y compris ceux qui ne sont pas encore là, les générations qui arriveront et qui vont se retrouver confrontées à ça. Et la vérité, c'est qu'on dit l'Europe va être la championne. Le jour du dépassement cette année, c'est le 28 juillet. Mais le jour du dépassement en Europe, il arrive beaucoup plus tôt. Et donc on tient un discours d'exemplarité en étant dans une situation où on a une empreinte carbone dans les pays développés qui est plus élevée que la moyenne de l'empreinte carbone. Où est-ce qu'on en est? On s'est engagé, j'en ai pour 2 minutes. Vraiment. On s'est engagé à ce qu'en 2030, nous ayons diminué nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année 90 de 55%. On l'a dit. On est en 2022, on est à moins 23%. C'est-à-dire qu'il nous reste 8 ans pour faire 32% pour tenir cet objectif. La bonne nouvelle relative, c'est que le rythme d'émissions de gaz à effet de serre a été accéléré, il a doublé au cours des 5 dernières années. Il faut le doubler à nouveau, sauf que ce doublement, il nécessite un effort extrêmement important. Et je partage 100% l'idée qu'il y a ceux qui prospèrent sur cette éco-anxiété pour aller multiplier les petites polémiques et qu'il y a les grands sujets sur lesquels tout le monde peut se retrousser les manches. La rénovation en fait partie, et dans celle-là, il y a aujourd'hui un angle mort sur lequel il va falloir qu'on travaille, qui est la rénovation des bâtiments publics, puisqu'il y a un dispositif qui est MaPrimeRénov', sur lequel il faudra sans doute qu'on fasse évoluer une partie du dispositif, parce que notre réflexion aujourd'hui, elle est combien de logements on a rénové et pas combien de tonnes de CO2 on a évité. Et on a un impensé,
qui sont les 500 millions de mètres carrés de bâtiments publics dans ce pays. Et moi, je crois que celui qui prend une décision, s'il ne commence pas par se l'appliquer à lui-même, il rend extrêmement compliqué le fait de faire croire aux autres à la cohérence de son action. Donc, je rejoins parfaitement les deux thèmes sur lesquels on s'est mobilisé, parce que le fond de ma pensée, et je me réjouis de voir que la préoccupation climatique au MEDEF est devenue la première préoccupation des chefs d'entreprise dans le sondage que vous avez fait. Justement, j'aimerais bien qu'on leur donne la parole. C'est bien la mobilisation globale. Très bien. Je n'ai pas le sentiment à ce stade d'avoir abusé de votre hospitalité, Madame Sarfati, mais je vais être très sobre, soyez-en Non, mais certains. c'est vrai. Je voudrais bien qu'Estelle Brachlianoff, en tant que patronne de Veolia, nous dise comment elle voit les choses sur l'Europe, le continent le plus vert d'Europe, et puis surtout Veolia là-dedans, la France là-dedans, en étant peut-être un petit peu moins bavarde que le ministre. Et parce que je voudrais vous redonner la parole après sur d'autres sujets, s'il vous plaît. Alors, moi, je suis dans une position assez particulière, puisque chez Veolia, notre objectif, c'est de trouver des solutions. Mon métier, c'est l'écologie des solutions. Elles ne sont pas parfaites, elles sont en devenir, mais il y en a aussi qui existent. Et donc, ce n'est pas de désigner des coupables, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant. Et des solutions, elles existent déjà en partie. Au niveau de l'Europe, il y a déjà pas mal de choses sur lesquelles l'Europe est en avance. Alors peut-être que ça va pas assez vite, pas assez loin, mais je tenais quand même à rappeler un certain nombre de réalités. Quand on parle de sujets d'empreinte carbone par habitant, on est quand même meilleur que beaucoup d'endroits dans le monde, tous ceux qui ont été cités notamment. Quand on parle, et ça a été dit, il n'y a pas que le sujet de l'empreinte carbone et du réchauffement climatique, quand on parle de production industrielle par rapport à la consommation d'énergie, et ce ratio-là, on est pas mal. Quand on parle aussi de traitement des eaux usées, plutôt que de les rejeter sans traitement, on est dans les meilleurs du monde. Quand on parle aussi de protection de la santé des habitants, des risques notamment d'un certain nombre de produits chimiques, avec la réglementation REACH, on est dans les premiers du monde. Donc oui, tout n'est pas parfait, mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'avancées qui ont été faites. Alors après, donc, qu'est-ce qu'il faut pour que ça aille plus vite, plus loin? Pour moi, il faut un certain nombre de composantes ensemble. Il faut de la réglementation du cadre européen, français, à tous les niveaux. Il faut une prise de conscience des populations qui comprennent, ça a été dit par le ministre, qui comprennent ce qu'on veut faire, que ce soit équitable, partagé. Et il faut aussi des entreprises pour mettre en œuvre ces solutions ou pour les inventer. Et donc, pour répondre à votre question qui est comment on peut aller plus vite, il faut soutenir de l'innovation, parce que l'économie verte, elle sera innovante ou elle ne sera pas. Et il faut aussi débloquer tout ce qu'il faut pour les mettre à l'échelle, une fois qu'on a des solutions. Parce que c'est bien beau de faire un certain nombre d'expérimentations ici ou là, mais il y a des sujets, on sait déjà que ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour les mettre en œuvre ? Et c'est là que les industriels, comme un champion comme Veolia, interviennent. On est leader mondial de la réutilisation des eaux usées. C'est moins de 0,1% en France, c'est 15% en Espagne, c'est 85% en Israël. Qu'est-ce qu'on attend? On sait que c'est une partie de la solution à la rareté de la ressource en eau, et on l'a vu cet été. On est aussi champion de la production de biométhane. Le biométhane, on le produit dans des stations d'épuration, dans des décharges. C'est du méthane qui peut remplacer le gaz naturel extrait, remplacer en partie seulement, mais remplacer en partie le gaz naturel qui est extrait et qui est même importé. Donc ça veut dire que ça participe à l'autonomie stratégique et énergétique de notre pays. Juste pour vous donner un exemple, si on débloque un certain nombre de verrous, c'est 25% du gaz russe que l'on importe en France qui peut être remplacé par du biogaz produit chez nous, dans nos territoires. Donc vous voyez, moi je suis dans la solution concrète, maintenant, dans les 2, 3, 4 ans qui viennent. Et il y a aussi à voir loin, mais n'attendons pas d'avoir un plan à très long terme pour agir maintenant. Merci beaucoup Estelle Brachlianoff, merci. Alors Thierry Martel, je me tourne vers vous. Comment un groupe comme Groupama peut contribuer à faire de l'Europe le continent le plus vert du monde? Oui, alors c'est difficile d'ajouter des choses supplémentaires à des remarques très pertinentes qui ont été faites. Moi, je voudrais insister sur un aspect qu'on souligne assez peu. Au fond, on se projette beaucoup dans l'avenir, le dérèglement climatique, et on parle assez peu du présent. Le climat est déjà déréglé, il provoque un certain nombre de destructions,
Et je pense qu'une des manières d'économiser du carbone, c'est de faire en sorte que ces destructions soient les plus réduites possibles. Juste pour vous donner un exemple, j'ai apporté 2 épis de maïs que j'ai cueillis la semaine dernière. Vous voyez, il y en a un qui est 4 fois plus gros que l'autre. Ces 2 épis de maïs viennent du même champ, c'est la même variété. La différence entre les deux, c'est que celui-là, il a juste reçu l'eau de pluie qui tombait du ciel. Celui-là, il a été irrigué par de l'eau de pluie qu'on a collectée l'hiver dernier. En France, ce n'est pas vrai de dire qu'on manque d'eau. Il tombe de l'eau en France. Le problème, c'est qu'elle ne tombe plus de manière régulière et qu'on la laisse partir à la mer. En France, on laisse partir 95% de l'eau de pluie à la mer, là où les Espagnols en retiennent plus de 20%, 22%. C'est-à-dire que les Espagnols retiennent aujourd'hui, alors Israël, évidemment, ils sont bien au-delà. Aujourd'hui, on n'a pas cette culture de l'économie des ressources. J'ai pris l'exemple de l'agriculture, on parle beaucoup des maisons qui se fissurent. Si les maisons étaient construites avec des fondations dignes de ce nom, elles ne se fissureraient pas. Si on ne construisait pas des maisons dans le lit des rivières, elles ne seraient pas inondées. Je pense que cette culture du risque et la prise en compte du dérèglement qui est là, dans l'immédiat, dans la manière dont on se comporte, est un phénomène très important dans les économies de carbone. On a beaucoup parlé de la sécheresse cet été. En réalité, sur le premier semestre, l'événement climatique majeur, ce n'est pas la sécheresse, c'est la grêle. Ça n'a pas été médiatisé parce que la grêle, on n'en parle pas beaucoup. Pour la première fois de l'histoire, on a des grêlons qui ont été tellement gros qu'ils sont passés à travers le toit des usines et qu'ils ont mis les usines à l'arrêt. On a des pertes d'exploitation en dizaines ou centaines de millions d'euros parce que les grêlons sont passés à travers le toit des usines. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais connu. Donc un groupe comme le vôtre va plutôt axer sur aider ces sociétés. Donc le mot d'ordre, c'est la prévention. La prévention devient un facteur absolument majeur. Très bien. Alors, pour la première fois, le dernier rapport du GIEC parle de la sobriété et le nouveau plan d'action du gouvernement aussi. On employait ce mot sobriété. François Gémen, je me tourne vers vous. C'est quoi la sobriété pour le GIEC? D'abord, je veux souligner l'exploit politique que c'est d'avoir introduit ce concept de sobriété dans un rapport du GIEC qui, je le rappelle, est approuvé par l'ensemble des gouvernements de la planète. Ça veut dire que ce terme de sobriété, qui il y a encore 6 mois, était souvent l'objet de rictus et de caricatures, pour la première fois devient quelque chose de reconnu comme un impératif par l'ensemble des gouvernements de la planète. C'est politiquement très très important. Et cette question de la sobriété, elle ne touche pas seulement la consommation d'énergie, mais elle touche la consommation en général. C'est-à-dire que l'ensemble des gouvernements de la planète reconnaissent que si l'on continue à promouvoir un modèle de surconsommation à outrance comme un modèle de réussite et comme un modèle à atteindre, tout simplement, on n'y arrivera pas. Et qu'il va falloir, à un moment donné, que nos rêves d'infini prennent en compte les limites physiques de la planète. Je donne simplement l'exemple en matière de consommation d'énergie, qui est évidemment un sujet essentiel aujourd'hui. Aujourd'hui, les énergies fossiles représentent 84% du mix énergétique mondial, c'est-à-dire de l'ensemble de l'énergie consommée dans le monde. Il y a 20 ans, elles représentaient 86%. C'est-à-dire que sur 20 ans, malgré tous les rapports du GIEC, malgré les alertes, malgré les vidéos d'Aurélien Barraud, malgré les interventions de Greta Thunberg, on a réduit la part des énergies fossiles dans le monde que de 2%. Alors que dans le même temps, les énergies renouvelables se sont considérablement développées et sont devenues plus efficaces, beaucoup moins chères. Aujourd'hui, les renouvelables, c'est 11% du mix énergétique mondial, le nucléaire, c'est 4%. Mais le problème, c'est qu'entre 2000 et 2022, la consommation d'énergie dans le monde a continué à exploser. Et que donc, les renouvelables et le nucléaire, quoi qu'on pense du nucléaire, n'ont pas du tout remplacé les énergies fossiles, mais se sont simplement ajoutés aux énergies fossiles pour combler notre surplus de consommation. Tant qu'on continuera à consommer de plus en plus d'énergie, mais aussi d'autres biens et services, tout simplement, nous n'y arriverons pas. Et ça pose aussi la question de la justice à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qui va devoir se mesurer le plus pour que d'autres puissent continuer à augmenter leur consommation. On va en reparler de ça. Merci beaucoup pour cette contribution. Alors là, je me tourne vers vous, Monsieur le Ministre. Est-ce que le gouvernement, quand il emploie le mot sobriété, je n'ai pas eu le sentiment qu'on était plus loin que la sobriété dans la consommation d'énergie?
Je n'ai pas eu le sentiment, dans le discours d'Elisabeth Borne, qu'on parlait d'une sobriété dans la consommation tout court. Est-ce que j'ai compris? Est-ce que j'ai mal compris? Quelle est votre réponse? Ma réponse, c'est qu'à très court terme, le plan de sobriété, évoqué hier, ici même par la Première ministre, vise l'énergie dans un contexte hivernal particulier. Mais je souscris à ce qui vient d'être dit. Quand le président de la République, la semaine dernière, dit que c'est la fin de l'abondance, il signifie le fait que sur ce type de ressources, nous ne pouvons plus raisonner comme si les arbres montaient jusqu'au ciel. Et nous n'allons pas seulement nous dire qu'il faut qu'on fasse des efforts pour passer l'hiver. Le modèle, à partir du moment où il y a un constat partagé par tout le monde, que le rythme de vie qui est le nôtre n'est pas compatible avec l'habilité de la planète et ses ressources, il faut que la sobriété, au-delà de l'hiver 2022, quelle que soit la politique russe sur le gaz, ça devienne un mode de vie. Ça vaut sur l'eau, sur le fait d'avoir systématiquement le réflexe de la lutte contre le gaspillage. C'est à cause d'un événement exceptionnel que tout à coup le concept fait l'objet d'une forme de consensus, et c'est là où je pense que la crise ou la catastrophe, malgré tout, elle bouge le curseur et qu'elle amène à des prises de conscience. Mais il faut bien se dire ici que se mettre systématiquement dans la tête qu'on ne doit pas gaspiller ce qui est autour de nous, c'est du bon sens. Ça ne devrait pas être un objet de conférence ou de sujet. C'est du bon sens. Christophe Béchu, vous n'avez pas totalement répondu à ma question, c'est pas grave, on va y revenir un peu plus tard. Je voudrais maintenant interroger les chefs d'entreprise autour de cette table. Qu'est-ce que ça vous évoque en tant que chef d'entreprise, Estelle Brachnianoff, voilà, cette idée de sobriété? Alors moi j'ai envie de traduire sobriété par un objectif qui serait de découpler la production de la consommation de ressources. La consommation de ressources au sens large, ça a été dit. Consommation de ressources en eau, de matières premières, de sol, de ressources rares finalement. Auquel cas, pour en arriver là, on a un certain nombre de leviers. On a celui de la consommation au sens de ce qui a été annoncé, mais il y a aussi l'efficacité de la consommation des ressources, donc de la productivité, si on peut dire les choses comme ça, pour un nombre de ressources données, essayons de produire plus avec, ou de gâcher moins. Et puis aussi les sources d'alternatives de ressources. Et c'est là que l'économie circulaire intervient. Et donc oui, de ce point de vue-là, on est dans la révolution. Peut-être qu'on est en train de découvrir que le monde n'est pas plat, qu'il est rond, comme au moment de Galilée, et que le monde est rond et qu'on est sur une planète unique. Oui, peut-être. Si ça promeut des solutions d'économie circulaire, alors oui, je pense qu'il y a quelque chose à faire de plus sur la sobriété. Et je l'ai dit tout à l'heure, quand on va chercher plus près, de façon circulaire, un certain nombre de ressources alternatives, des eaux usées qu'on peut recycler, ou des vieilles batteries de véhicules électriques dont on peut réextraire le lithium ou le nickel, qui sont des métaux précieux aussi, eh bien, on crée des emplois. On participe à cette économie circulaire, à retrouver des ressources, et par ailleurs, c'est des ressources locales. Donc on est dans l'autonomie stratégique de nos pays. Donc ça coche pas mal de cases. Thierry Martel, la sobriété pour vous? Alors, rapidement, parce que le temps passe. D'abord, je crois qu'il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain, et que beaucoup de problèmes d'aujourd'hui sont les conséquences des réponses qu'on a apportées aux problèmes d'hier. Quand on parle des bars HLM qu'on considère comme des horreurs, dans les années 70, les bars HLM, c'était un progrès social absolument considérable pour des populations qui vivaient dans des bidonvilles. Quand on parle de l'agriculture productiviste, aujourd'hui, tous les Français mangent à leur faim à un coût compétitif. Donc il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain et rejeter en bloc toute la civilisation. Pourquoi est-ce qu'on en est là? C'est parce qu'on a cherché à résoudre par le progrès un certain nombre de problèmes vitaux pour l'humanité. La deuxième chose, c'est que quand une entreprise est bien gérée, elle est économe de ses moyens, elle cherche à combiner au mieux ses facteurs de production, et la frugalité fait partie, je dirais, de l'ADN d'une entreprise bien gérée. On essaye d'économiser au maximum ses coûts pour maximiser ses revenus et avoir un prix qui soit le plus compétitif. Donc une entreprise bien gérée, je dirais, est frugale un peu par nature. Le troisième facteur qui me semble très important, il a été dit tout à l'heure et j'y souscris totalement, le facteur d'ajustement le plus efficace et le plus puissant, c'est le prix. Nous, on le voit, que ce soit sur la consommation de tabac ou sur le nombre de kilomètres parcourus. Nous, la plus grande corrélation qu'on a sur l'accidentologie automobile, c'est le prix de l'essence. Quand le prix de l'essence monte, les accidents automobiles diminuent. Pourquoi? Parce que les kilométrages moyens baissent. Le prix est le facteur d'ajustement le plus efficace, le plus universel et le plus puissant.
J'ignore pas que ça pose des problèmes sociaux périphériques qu'il faut traiter et qu'il faut accompagner, mais tant que les ressources ne sont pas à leur vrai prix, je pense que ce sera très difficile d'aller vers un rééquilibrage des facteurs qui soit puissant et durable. Et puis enfin, c'est pas nouveau, Henry Ford le disait déjà en 1920, si l'entreprise ne pense pas à ses profits, elle mourra, mais si l'entreprise ne pense qu'à ses profits, elle mourra aussi parce qu'elle aura perdu sa raison d'être. Vous me donnez une très bonne transition vers une autre partie de ce débat. Je vais vous redonner d'ailleurs la parole sur ce sujet. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez en tant que chef d'entreprise. Là, c'est vraiment les chefs d'entreprise à qui je veux parler. Comment on passe d'une entreprise avec un modèle, on va dire, extractif à une entreprise avec un modèle plus contributif? Alors moi évidemment je serai un cas un peu particulier en tant qu'entreprise mutualiste puisque on a 24 000 collaborateurs en France et 32 000 élus bénévoles qui accompagnent au quotidien sur le terrain le développement et le fonctionnement de l'entreprise, qui irriguent toute notre gouvernance, ce qui veut dire que toutes nos décisions sont prises d'un commun accord entre les techniciens qui proposent des solutions techniques et un corps social représentatif de la population qui juge en son âme et conscience ce qu'il est pertinent de faire ou pas, en prenant en compte l'ensemble des aspects sociétaux à 360 degrés. C'est un modèle de gouvernance et je dirais même au-delà de la gouvernance, d'implication ou même d'engagement de l'ensemble de la société civile dans la production qui me semble extrêmement fructueux. En tout cas, nous, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On a 32 000 personnes qui sont des capteurs en permanence de ce qu'ils ressentent au quotidien, de ce que sont leurs vrais besoins, qui donnent du temps bénévolement pour développer l'entreprise et développer des solutions nouvelles. Et je crois que là, on est vraiment dans un modèle contributif. Merci. Estelle Brachlianoff, comment on passe d'un modèle d'entreprise extractif à un modèle plus contributif? Alors, il y a plein de façons de faire. Moi, j'ai envie de dire, Veolia, en plus, on se veut une entreprise presque régénératrice, pour reprendre un troisième mot, puisque je le disais, on produit des ressources alternatives sur les territoires à partir d'eau usée, à partir de déchets, à partir d'énergie fatale. Et c'est ça notre métier, les solutions pour résoudre les problèmes dont on vient de parler. Comment on passe de l'un à l'autre? En promouvant de l'économie circulaire, pour reprendre cet exemple, en promouvant de l'économie bas carbone, en faisant en sorte qu'il soit plus cher de polluer et moins cher de dépolluer. Et puis, in fine, en trouvant des solutions sur tous les problèmes, en innovant, en investissant là-dessus et en investissant sur les équipes aussi. Monsieur, vous citiez les effectifs. Je pense que c'est quelque chose d'assez essentiel. On a tous des ambassadeurs de cette transformation dans nos entreprises. Veolia, ça emploie 55 000 salariés en France. Et c'est autant d'ambassadeurs de l'économie circulaire, de la transformation dont on est en train de parler. Aurélien Barraud, vous venez d'entendre des patrons assez engagés sur la transformation. Comment vous voulez réagir? J'aimerais quand même souligner que vous disiez, madame, que tout n'est pas parfait. On est bien d'accord, nous sommes dans l'euphémisme. Parce que je voudrais rappeler qu'à l'échelle de la biosphère, nous sommes la civilisation la plus meurtrière qui a jamais habité cette planète. Donc l'assertion relève de la litote, soyons honnêtes. De même, vous évoquiez le découplage. Certes, mais c'est une pensée magique. C'est une croyance au Père Noël. Ce que montrent l'histoire et les analyses sérieuses, les publications scientifiques, c'est un surcouplage. C'est un peu compliqué de parier notre avenir sur quelque chose qui est démenti par les faits. Moi, je crois qu'il faut peut-être décadrer un peu, si vous m'y autorisez, la question. On se demande souvent que penser de la décroissance. Mais c'est une mauvaise question. Croyez-moi, la décroissance va avoir lieu, ça ne fait aucun doute. Même en France, nous sommes tributaires des fossiles et les fossiles vont décroître. Le monde qui s'annonce est en contraction énergétique. C'est un fait physique. Ça, c'est mon domaine, je suis sûr de moi. La question intéressante n'est pas celle-là. Comment va-t-on y réagir? Soit on suce le pétrole jusqu'à la dernière goutte et on s'accroche à notre modèle, engendrant un désastre écologique et une instabilité géopolitique majeure, soit on en profite pour comprendre qu'il y avait peut-être dans notre schème axiologique quelque chose d'un peu nécrosé qu'il est opportun de remettre sur la table. C'est exactement, permettez-moi d'en finir, la même question en ce qui concerne le caractère tenable de ce monde. Là encore, croyez-moi, la réponse est claire, nette, précise et physique, il n'est pas tenable. C'est tranché. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est de se demander si, même tenable, il aurait été souhaitable. Écoutez, prenez l'homme le plus riche du monde.
Je pense que pour un entrepreneur, c'est un archétype de réussite, n'est-ce pas? Elon Musk. Qu'est-ce que c'est que le monde d'Elon Musk? C'est un monde où l'on commercialise des lance-flammes pour s'amuser. C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique. Je reconnais que c'est un peu gros, mais que voulez-vous, certains sont dupes. C'est un monde où l'on constelle le ciel, que l'on croyait être peut-être le dernier sanctuaire de la beauté, de satellites artificiels et où on privatise On a compris, l'espace. Aurélien Barraud, qu'on n'allait pas vous réconcilier avec Oui, mais il faut en tirer les conséquences. le monde capitaliste. Alors, évidemment, vous êtes... Mais c'est beaucoup plus profond que le capitalisme. Le capitalisme, c'est bien. c'est un symptôme. Le capitalisme n'est pas le grand mal qu'il faut combattre. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça serait trop simple si ce n'était qu'un problème de capitalisme. Les Mayas n'étaient pas capitalistes et ont dévasté leur environnement. L'URSS n'était pas capitaliste et a dévasté son environnement. La question est plus profonde. Moi, ce que j'aimerais que nous essayions de Vous invitez à une révolution ensemble, poétique. Alors, qu'est-ce que l'art peut faire là-dedans? Parce que c'est vrai que on est tourné vers l'action, là, mais qu'est-ce que l'art Nous en peut faire? parlerons bientôt, dans une dizaine d'années. Mais ce n'est pas ma faute si l'exécutif semble seulement maintenant, et encore, permettez-moi de le dire, j'ai des doutes, commencer à comprendre ce qui est parfaitement connu depuis 40 ans. On ne peut pas reconstruire une maison qui brûle, on ne peut pas rebâtir une cité qui est sous les bombes. Tant que vous autres n'avez pas encore compris que le modèle fondamental qui est utilisé est intrinsèquement nécrophile, ça n'a pas tellement d'intérêt de parler de cette cosmopoétique à inventer. Je reviendrai dans 10 ans, si les structures sont encore ici, et nous en Si on est discuterons. encore vivant, parce que selon vous, c'est un peu angoissant. Comme... Non, ne me caricaturez pas en Non, je vous caricature pas, mais c'est vrai que... collapsologue. 700 on 000 cherche personnes l'action. meurent chaque année en Europe de la pollution, autant dans le bassin méditerranéen. Ce n'est pas un délire conspirationniste, c'est une priorité politique pour quiconque s'intéresse un peu à la vie humaine. Bon, merci pour cette contribution. J'aimerais poser la question maintenant. On voit bien que la transition écologique, elle implique un profond changement dans l'économie. Voilà, peut-être pas une révolution telle que vous l'appelez de vos voeux, Aurélien Barraud, mais en tout cas, on est ici avec des entrepreneurs qui essayent de se motiver aussi avec l'action et d'essayer de trouver des solutions. D'ailleurs, François Gémen du GIEC, vous partagez le constat d'Aurélien Barraud, mais vous voulez croire à des solutions. Donc, on essaye là, autour de cette table ronde, de croire à des actions et des solutions. Mais des solutions différentes du monde actuel sont quand même des solutions, madame. Bien ne sûr, l'oubliez pas. mais j'en suis sûre, absolument. Mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas été au bout de la possibilité de faire évoluer le monde actuel, et notamment, il est beaucoup question, et c'est à propos de la sobriété, que je voudrais revenir là-dessus, il y a beaucoup question de faire évoluer les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques de l'économie. Donc en gros, est-ce qu'il faudra en passer par un changement d'indicateur et pour en finir avec les notions de chiffre d'affaires, de rentabilité, toutes ces notions qui permettent, enfin qui s'imposent aux dirigeants, qui imposent une temporalité aux dirigeants peut-être pas très sur le long terme, plutôt très court terme. Est-ce qu'il faudra en passer par ces changements-là et voir par des changements macro, d'indicateurs macroéconomiques sur le PIB? Donc j'aimerais vous poser la question, François Gémen. Rapidement, parce qu'il nous reste un quart d'heure. Et voilà. Prenons un type qui a un cancer de la prostate, qui se rend en voiture à l'hôpital pour sa chimiothérapie. Sur le trajet, il prend un coup de fil de son avocat parce qu'il est au milieu d'un divorce très compliqué. Et comme son attention est distraite, bardaf, il envoie la voiture dans un arbre. Ce type est un héros de l'économie. C'est un champion du PIB. Il va faire exploser les coûts médicaux, les coûts légaux, il va falloir remplacer sa voiture, il sera hospitalisé. Tout ça va générer de la croissance et du chiffre d'affaires pour plein d'entreprises. Pour autant, est-ce que c'est ça qu'on souhaite? Je ne souhaite à personne ici d'avoir ni un cancer de la prostate, ni un accident de voiture, ni un divorce compliqué. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on va mesurer? Est-ce qu'on peut en rester à ce seul indicateur du PIB, qui est un indicateur archi-basique et qui mesure simplement une croissance quantitative? Aujourd'hui, si l'on veut changer de modèle et transformer aussi notre civilisation, qui est une civilisation
fondée sur l'accaparement des ressources et sur l'extraction des énergies fossiles, il va falloir nous doter d'autres indicateurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter complètement le PIB aux orties, mais on ne peut pas aujourd'hui mesurer uniquement le plus, il faut pouvoir mesurer également le mieux. Et quand on est entrepreneur, qu'est-ce qu'on veut au fond? Est-ce qu'on veut uniquement augmenter son chiffre d'affaires et les dividendes de ses actionnaires? Ou est-ce qu'on veut aussi augmenter la satisfaction de ses clients? Est-ce qu'on veut aussi augmenter le bien-être de ses salariés? Est-ce qu'on veut aussi augmenter l'impact social de son entreprise? Il faut absolument, je crois, aujourd'hui, pouvoir sortir de cette sorte d'obsession qu'on a depuis les années 60 de la croissance qui est matérialisée par le PIB et y joindre d'autres indicateurs. Parce que, comme l'a dit Aurélien Barraud, nous sommes dans une situation de contraction. Alors, soit nous allons la subir, et ça veut dire qu'il y aura des troubles sociaux profonds, soit nous allons parvenir à la choisir, et à ce moment-là, nous pouvons faire de la lutte contre le changement climatique, mais aussi contre l'érosion de la biodiversité, nous pouvons en faire un projet politique et industriel, plutôt qu'une contrainte à laquelle nous allons forcément essayer d'échapper. Christophe Béchu. Rapidement, s'il vous plaît, Christophe Béchu. Est-ce qu'il faut en finir avec le PIB et le chiffre d'affaires? En fait, quand j'écoute Aurélien Barraud, le sujet, c'est est-ce que l'homme, qui est le problème, peut encore être la solution? Et indirectement, c'est une question qui va assez au-delà, si je peux me permettre, de la question des indicateurs. Oui, mais c'est une question importante, les indicateurs. J'ai compris que c'était votre question, mais ce ne sera pas ma réponse. Ah. Parce que ce débat... Non, mais très bien. Pour une raison assez simple. C'est pas un débat. On est 5. Il y a quelqu'un qui vient nous expliquer que depuis le début, on s'est trompé de table ronde et qu'on va tous mourir si on ne prend pas un virage à 360 degrés. Et encore, ça ne suffira peut-être pas compte tenu de la courbure dans laquelle nous sommes engagés. Un virage à 360 degrés, ça veut dire que vous continuez dans la même direction. Hein. Non, mais... Le fond du sujet, ça nous interroge collectivement, et ça interroge les entrepreneurs de ce pays, les politiques, mais les citoyens, sur est-ce qu'on a encore foi en l'homme et à sa capacité à faire en sorte d'être maître de son destin, y compris devant les menaces, devant la réalité d'un changement climatique qui n'est pas un concept, d'évoluer. Est-ce que ça passe par une évolution des indicateurs? C'est une modalité. Le sujet, c'est d'abord, est-ce qu'on est d'accord sur le diagnostic et le constat? Manifestement, oui. On a commencé, non, parce qu'on a commencé par se dire qu'il y a eu un consensus politique pour dire qu'il fallait augmenter le soutien aux énergies fossiles compte tenu de la crise économique dans laquelle nous étions. Parce que, y compris ici, malgré les applaudissements au propos de tel ou tel, si on interroge la manière dont chacun l'a compris et les conséquences qu'il en tire pour son propre domaine d'activité, je ne suis pas certain que tout le monde va rentrer en disant à ses collaborateurs demain, l'année prochaine, l'objectif c'est de faire moins de chiffre d'affaires, c'est de faire en sorte de renforcer la frugalité, et on a des décalages d'injonctions contradictoires entre le citoyen, l'acteur économique et l'électeur. Et donc par rapport à tout ça, la force de la réalité du changement climatique, la réalité des extinctions d'espèces, elle doit conduire à un sursaut qui est global, qui interroge évidemment les acteurs économiques, mais tous les acteurs tout court. Et si vous conduisez ça contre une partie de la population, on a vu ce que ça a donné avec les Gilets jaunes. On voit aujourd'hui ce qui se passe aux Pays-Bas avec les agriculteurs. Tout l'enjeu, c'est de réussir un changement qui doit être puissant, mais en ne laissant pas les gens au bord du chemin. Et là, le chemin de crête entre ceux qui disent « il faut aller plus vite, vous n'êtes pas assez radical, rajoutez des mesures de contrainte, interdisez ceci », et ceux qui vous disent « il va y avoir des morts au sens propre comme au sens figuré, il y a des difficultés sociales, des gens qui ont des problèmes de fin de mois qui passent avant les problèmes de la fin du monde », c'est un exercice d'équilibriste extraordinairement complexe qui nécessite que tous les gens de bonne volonté fassent en sorte vraiment de tirer dans la même direction au lieu de se demander comment, à titre perso, ils peuvent tirer profit d'une situation de manière conjoncturelle.
Alors, je vais me tourner vers vous, Estelle Brachnianoff, parce que je voudrais vraiment... Veolia est un peu... voilà, une entreprise qui s'est déjà exprimée sur l'évolution des indicateurs et sur la responsabilisation du capitalisme. Et donc, j'aimerais que vous me disiez si, selon vous, il faut en passer par la fin du PIB et du chiffre d'affaires, les indicateurs micro et macro. Alors, plusieurs choses dans ce que vous dites. Alors, est-ce qu'il faut en passer par la fin du PIB et essayer de trouver quelque chose de mieux, qui parle du mieux, qui parle, ça a été dit, du bien-être, qui parle de la qualité de vie, parce que je pense qu'il faut que tout le futur qu'on est en train de dessiner tous ensemble, il soit désirable et pas uniquement productiviste ou bien pour la planète. Je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose et une patte humaine de désir derrière, sinon je pense qu'on n'arrivera pas à attirer les populations vers cette nouvelle cible. Ça me paraît évident. Au niveau d'une entreprise, moi j'assume ce que vous venez de dire sur c'est un travail d'équilibriste. Eh bien oui, c'est un travail d'équilibriste de réconcilier un certain nombre de parties prenantes. Et une entreprise, un chef d'entreprise, il est lui aussi au centre d'un certain nombre de parties prenantes. Ses actionnaires, ses salariés, la société dans laquelle on opère et grâce à laquelle on opère aussi, la planète, les clients, oui, c'est nos parties prenantes. Et vous avez raison, Veolia et son président Antoine Frérot, très tôt, a mis en avant la raison d'être de l'entreprise et ça a beaucoup fait couler d'encre. Certains disent non, la raison d'être d'une entreprise, c'est faire de l'argent. Non, faire de l'argent, c'est le moyen. C'est la façon qui permet de réinvestir dans le court terme, dans le moyen terme, dans le long terme, qui permet d'avoir du fuel dans la mécanique, qui permet, oui, de se dire, là-dessus, on n'a pas de solution sur l'environnement, et on va investir, peut-être à fond perdu, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour essayer de comprendre comment trouver une solution. Et là-dessus, on va continuer à générer des profits, oui, pour les réinvestir dans la société, pour le compte de nos salariés, et ainsi de suite. Donc oui, c'est un travail d'équilibriste. Quant à la mesure derrière, la mesure, ça n'est pas l'objectif, mais c'est une façon de vérifier le sérieux, j'ai envie de dire, parce qu'on peut parler, tant qu'on ne mesure à la fin que des euros tous les trimestres, ça ne va pas suffire. Donc oui, on a chez Veolia mis en place un dispositif où on se dit que le succès, comment on mesure le succès de notre plan stratégique, comment on mesure le succès de nos managers aussi, y compris dans leur rémunération tous les ans, on a 18 indicateurs. 18 ? Les 18, et on va essayer d'ailleurs pour notre prochain plan stratégique d'en faire peut-être un tout petit peu moins que 18, mais en tout cas, il n'y en aura pas que des financiers. Sur les 18, il y en a 4 qui sont financiers, parce que c'est important. Les actionnaires, ils ont confié leur argent. Bien sûr, il faut leur redonner cet argent et plus. Mais il y a aussi des indicateurs vis-à-vis de nos salariés, il y a des indicateurs sur notre impact social, il y a évidemment des indicateurs par rapport à notre impact environnemental qui est positif chez Veolia, parce que je l'ai dit, notre métier, c'est l'écologie des solutions. Et donc, c'est l'ensemble des indicateurs qui est la façon chez Veolia avec laquelle on mesure le succès de l'entreprise. Merci infiniment, merci à vous 5, c'est terminé. Et merci pour votre engagement à tous, parce que chacun dans votre genre, vous êtes très engagés. Et peut-être à l'année prochaine, j'espère.